Troisième personnalité politique qui va nous rejoindre sur scène, ancienne ministre, sénatrice de Paris. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, parce qu'elle ose aussi, Marie-Noëlle Lienemann. Merci d'être avec nous. Marie-Noëlle Lienemann, c'est un plaisir de vous accueillir. Ah, j'ai 3 chiffres aussi pour vous. Hein. Ah oui, oui. Premier chiffre, 41,6, chiffre signal d'alarme, comme le taux d'abstention aux dernières élections régionales, 41,6%. Un chiffre qui souligne, selon vous, la double crise que vit le pays, à la fois économique et politique, et qui appelle un sursaut démocratique. Deuxième chiffre, 1 million. Chiffre paupérisation, c'est le nombre de travailleurs pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Et vous vous interrogez, comment défendre la valeur travail si on ne vit pas dignement de son travail? Puis troisième chiffre, là encore j'ai mes informateurs. 13, chiffre Masterchef. 13 comme le degré du vin que vous mettez dans votre recette, du chou rouge au marron, qui vous vient de votre village de Franche-Comté. Alors il paraît que c'est délicieux. Je vous propose de passer à table avec Marie-Noëlle Lienemann. On peut l'applaudir et la remercier d'être là. Bien près du micro, hein. Vous avez, Marie-Noëlle Lienemann, 1 minute 30 pour faire votre pitch d'entrée. On vous écoute. Alors je vais dire, comme M. Juppé, que je suis la femme de la période. En réalité, je suis candidate pour proposer à nos concitoyens un changement de cap économique, social et politique. Je le fais comme socialiste. Je suis une socialiste réformiste, j'allais dire une socialiste à la française. Et ce que je pense comme essentiel dans la période est d'engager une relance de nos activités que je qualifierai rapidement de relance keynésienne. Je crois qu'il est indispensable de relancer l'activité en s'appuyant sur 2 piliers. Premièrement, le soutien au pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. De l'autre côté, je pense qu'il faut des plans d'investissement d'avenir, en particulier pour la transition énergétique, la révolution numérique et le logement. Je suis une défenseur sans nuance du redressement industriel du pays. Je crois que c'est par le choc de la compétitivité hors coût que nous pourrons relever ce défi. Je le crois plus efficace que la compétitivité qui serait cette compétition au moindre coût salarial. Et je pense qu'il faut beaucoup de volontarisme public pour accompagner cette évolution de notre compétitivité hors coût. Je propose aux Français un New Deal. Un New Deal où, je l'espère, les entreprises qui attendent que leur carnet d'entreprise soit rempli se retrouveront. Un New Deal fondé sur la justice sociale. Un New Deal qui, je l'espère aussi, redonnera à notre République tout son sens, et en particulier au beau mot d'égalité. Merci Marie-Noëlle Lienemann, je vous demande de l'applaudir. Venez nous rejoindre. On respecte les personnalités politiques qui, encore une fois, ont accepté de jouer le jeu et d'être parmi nous. Marie-Noëlle Lienemann, c'est Elisabeth Ducotet qui vous pose une question. Madame la ministre, je voudrais vous poser tout de suite une question très courte. Nous croyons à l'apprentissage comme tremplin pour la vie professionnelle et comme formation. Nous n'avons pas assez d'apprentis. Quel est votre plan pour l'apprentissage et comment vous le voyez? Je suis favorable à l'apprentissage. J'ai déposé au Sénat à multiples reprises un certain nombre d'amendements pour essayer d'améliorer le dispositif. J'ai proposé en particulier que tout apprenti qui sera accueilli dans une entreprise de plus de 250 salariés, au-dessus du fameux seuil des 3,5%, puisse être rémunéré, enfin que l'entreprise touche 500 € et qu'on améliore la rémunération de l'apprenti. J'ai proposé que ce soit vrai pour le 2e apprenti dans les plus petites entreprises. Je crois à l'apprentissage et je pense que dans l'éducation nationale, il est important de structurer une filière complémentaire à ce que font les CFA. J'ai été vice-présidente à la formation professionnelle dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je crois qu'il faut qu'on réorganise complètement ces filières d'apprentissage, car il ne vous a pas échappé qu'il y a environ 25-28% des apprentis qui ne vont pas au bout de cet apprentissage. C'est très varié selon les branches, en particulier, c'est très signifiant dans l'hôtellerie-restauration.
Donc il faut qu'on accompagne à la fois les entreprises et les tuteurs qui peuvent rencontrer des jeunes qui ont du mal à s'intégrer et que de l'autre côté, il y ait aussi la capacité de mieux orienter les jeunes vers un apprentissage qui leur convient. Mais puisque vous êtes chef d'entreprise dans une ETI de l'industrie, nous nous sommes rencontrés au Conseil économique et social, je voudrais vous dire que pour les industries, je crois qu'il est fondamental que nous accompagnions fortement le mouvement de robotisation, le mouvement de numérisation, qui doit nous permettre de relever les défis de l'exportation. Et pour ce faire, j'ai toujours soutenu l'idée d'un amortissement amélioré. J'ai soutenu en particulier l'amendement Macron. Je l'avais déposé 1 ou 2 ans avant, d'ailleurs en lien avec le syndicat, le CIMIOP, parce que je crois beaucoup à cette évolution et parce que je crois qu'il faut qu'il y ait de la visibilité et qu'au lieu de l'avoir fait chaque année et en renouvelant chaque année, il faut qu'on prenne un engagement dans la durée pour que nous relevions ce retard que nous avons dans notre outil de production. C'est ce que j'appelle le hors-coût, qui évidemment est un élément décisif, surtout avec le choc de la numérisation. Je crois que c'est M. Juppé ou Mme Ramayad qui ont bien parlé de l'importance du 3D, qui doit nous permettre de relocaliser des activités. Faut-il encore qu'on se donne les moyens de cette relocalisation? Voilà, et une personne était très attentive, Elisabeth Ducoté, puisque vous avez eu 40 apprentis en 2015 et que vous en avez embauché 20. Question de Anne Murgier, pour vous, Marie-Noëlle Lienemann. Madame la Ministre, lorsqu'une entreprise souhaite embaucher aujourd'hui, elle doit faire face à plusieurs difficultés. On lui impose un modèle de référence qui est le CDI à temps plein, 35 heures par semaine. Le coût de la rupture de la collaboration n'est pas maîtrisé. Pour libérer l'acte d'embauche, on a beaucoup parlé de flexibilité, de sécurité. Est-ce que pour vous, ces axes sont des axes qui restent prioritaires et qu'est-ce que vous proposez comme autre voie pour tendre vers le plein emploi? Vous ne me trouverez pas à vos côtés pour plaider pour l'hyperflexibilisation. Je ne crois pas nécessaire de modifier le CDI. Et je vais même vous dire, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je l'assume. Je crois à la hiérarchie des normes et je privilégie la négociation par branche. En revanche, je suis très attentive à, d'une part, tous les débats sur les normes. Et là, je crois qu'il pourrait y avoir un consensus national sur le fait que la manière dont l'État technocratique que nous avons généré depuis quelques années est producteur de normes absurdes. Et je peux le dire dans le logement, le poids de Bercy pour essayer de contenir je ne sais quelle sous-économie qui finalement coûte cher au pays. Je crois qu'il y a moyen de lutter contre ça. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui me paraît important, je l'ai dit, c'est d'abord le carnet d'entreprise, car on n'embauche jamais simplement parce que c'est compliqué, on embauche parce qu'on a besoin. Et la deuxième chose auquel je crois, c'est à la modification du mode de calcul des cotisations patronales. Parce qu'aujourd'hui, elles n'ont pas une bonne assise. J'ai toujours plaidé pour une contribution sur la valeur ajoutée, qui, au passage, aura au moins l'avantage de ne pas faire payer, comme l'a dit Ramayad, de payer l'URSSAF avant même qu'on ait fait la moindre activité. Je pense que cette contribution sur la valeur ajoutée correspond à l'évolution de notre protection sociale qui est devenue beaucoup plus généralisée et dont on ne peut pas la faire payer par les seuls salariés. Et d'autre part, je pense qu'elle accompagne justement le fait que notre enrichissement ne va pas se faire uniquement par le travail salarié, mais aussi par d'autres modes. Et je pense donc que je préconise une grande réforme fiscale et des prélèvements qui soit stable dans la durée. Et pour éviter l'effet, si je puis dire, un peu anti-industrie que pourrait avoir la contribution sur la valeur ajoutée, j'y ajoute la nécessité de réformer l'IS dans sa base et en tout cas pour vraiment soutenir l'amortissement, que l'amortissement des investissements et pas des investissements immobiliers de bureau, des investissements productifs, les plus productifs ou de formation et de recherche, soit déduit de toute une série de cette fiscalité. Alors Marie-Noëlle Lienemann, c'est la troisième question. Elle émane des régions, des entrepreneurs qui sont sur le terrain. On parle de PME, de territoire. On va écouter Pierre Streff, qui est président du groupe Streff. Il a une question pour vous. On l'écoute. On constate dans notre pays une augmentation des travailleurs détachés. Afin de lutter contre cette concurrence déloyale et des abus aux règles du détachement,
Seriez-vous prêt à insérer une clause dans les appels d'offres publics qui permettrait aux entreprises locales d'être favorisées afin de pouvoir réinjecter l'argent public dans les territoires? Alors, Après le ma plombier réponse- polonais, le routier polonais, hein, c'est un peu ça. Hein. Voilà, ma réponse est très claire sur 2 terrains. Premièrement, je suis pour que la France annonce à ses partenaires qu'au regard de la défense de l'intérêt supérieur du pays, elle suspend l'application de la directive travailleurs détachés et restaure sur son territoire l'autorisation pour les travailleurs détachés, pour les entreprises qui ont des travailleurs détachés, d'avoir une autorisation publique avec des déclarations qui soient, il faut bien le dire, peu incitatives à ce domaine, même si dans certains secteurs, je sais qu'il peut y avoir intérêt à avoir des travailleurs détachés. Et si je dis cela, c'est que j'ai été vice-présidente du Parlement européen. Je vous le dis tout net, je considère que depuis des années et des années, notre pays ne crée pas le rapport de force européen qui nous permet de construire une Europe équilibrée, qui ne soit pas inféodée à la seule vision anglo-saxonne ou allemande. Je pense que nous avons impérativement besoin d'avoir un traité sur les convergences sociales et fiscales, car sinon, c'est absolument absurde de parler de la concurrence libre et non faussée. Et si la France ne fait pas un rapport de force, comme la Grande-Bretagne l'a plusieurs fois fait dans son histoire, ou comme le général de Gaulle, en son temps, a su le faire, et qu'elle continue à envoyer des hauts fonctionnaires et parfois des élus qui vont en Europe expliquer que la France est un pays terrible, irréformable, et que l'idéal, ce serait de faire comme les autres, il ne faudra pas s'étonner que l'Europe soit contestée par les peuples, comme on peut le voir en Grande-Bretagne avec le Brexit. Donc pour ma part, sur les travailleurs détachés, je suis d'une intransigeance absolue. Deuxièmement, les appels d'offres avec la préférence nationale pour les appels d'offres publics. Je vous rappelle que quand nous avons voté les traités de l'OMC, sur lesquels j'avais déjà attiré l'attention de nos concitoyens, nous n'avons jamais, comme les Américains l'ont fait, inclus dans le traité de l'OMC la possibilité d'avoir un Small Business Act, c'est-à-dire une préférence à la fois pour les PME et d'autre part pour la proximité. Parce que c'était la mode du libre-échange généralisé qui allait soi-disant développer considérablement notre économie. Les Américains ont mis cette clause, ils ont eu raison, l'Europe ne l'a pas fait, nous avons tort. Et si nous voulons revenir, comme je le souhaite, à ce genre de choix, il va falloir assumer notre désaccord et la renégociation de ces phénomènes. Plus généralement, il y a aussi une culture collective. Comment peut-on expliquer qu'en Allemagne, dans les cantines scolaires, 80% de la nourriture soit issue de l'agroalimentaire ou de l'agriculture allemande et que ce ne soit pas le cas dans les cantines scolaires françaises, pays de la gastronomie, pays de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il y a bien sûr la réglementation, il y a bien sûr ce que j'ai dit sur les marchés publics, mais il y a aussi une culture collective d'attention, car en Allemagne, ils ne mettent pas dans les textes, mais ils le font dans les actes. Et nous, citoyens, nous, élus, nous, entreprises, surtout nos grandes entreprises, comme je prends l'exemple des grandes entreprises de la restauration scolaire, mais c'est vrai dans de très nombreux secteurs, si nous n'avons pas chevillé au corps ce patriotisme économique, à condition que la qualité et le sérieux soient au rendez-vous, la loi ne pourra pas tout, même si ma détermination est totale en la matière. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann. Je vous demande de l'applaudir. Volontaire et déterminée, comme toujours. On va terminer. Je vais vous demander de revenir sur le devant de la scène, Marie-Noëlle Lienemann, avec votre vision de la France en 2 minutes. Et on vous écoute. Mesdames, Messieurs, je crois que nous sommes en train d'ouvrir un nouveau cycle au niveau de la planète et du monde. Je crois que le grand cycle libéral de la dérégulation généralisée, de la concurrence prétendument libre et non faussée, ou bien de la fameuse mondialisation heureuse, est à bout de souffle, est en échec, et aujourd'hui ne convainc plus les peuples. Le risque est grand, que ce soit les replis identitaires, les tendances xénophobes qui prennent le dessus. Pour ma part, je les combattrai toujours de toutes mes forces. Mais je pense que la France, par son modèle républicain,
a des atouts pour ouvrir une voie nouvelle. Et je ne m'éloigne pas du débat sur l'entreprise, parce que notre République ne sera convaincante que si elle renoue avec ses idéaux. Il n'y aura pas de République forte et convaincante si nous ne sommes pas capables de conjurer les inégalités. Il n'y aura pas de République forte si l'État ne retrouve pas un rôle à la fois de crédibilité pour défendre l'intérêt général, d'accompagnant des grands projets de la nation et qu'il soit détechnocratisé, car il est aujourd'hui pesant et parfois, bien trop souvent, inopérant. Nous n'aurons pas de République convaincante sans redistribution des richesses, nous n'aurons pas de République convaincante sans justice sociale et sans que les salariés de ce pays se sentent partie prenante de leur entreprise, partie prenante des choix économiques et sociaux. Et s'agissant des entreprises, pour ma part, j'ai toujours considéré que l'économie nationale devait être sur 3 piliers: l'économie de marché, l'économie sociale et solidaire, je suis une fanatique des coopératives, et un secteur d'intervention publique indispensable à l'égalité républicaine. Notre République ne pourra être convaincante que s'il y a une certaine souveraineté populaire qui est retrouvée. Elle doit l'être à travers le changement des institutions, mais comme je l'esquissais tout à l'heure, pour un nouveau rapport de force où la France se fait respecter, entendre en Europe pour la changer. Merci Marie-Noëlle Lienemann, merci infiniment. On va terminer avec le mot de la fin, un mot, un groupe de mots ou une phrase avec le stylet, et on va vous suivre dans votre écriture manuscrite. Voilà, on peut applaudir Marie-Noëlle Lienemann. J'appelle le président Gattaz, voilà, qui va vous saluer, vous remercier d'avoir été là. Voilà, on peut applaudir nos 3 personnalités politiques, s'il vous plaît. Alain Juppé-Ramayad, Marie-Noëlle Lienemann. Je vous demande d'applaudir aussi très chaleureusement nos 3 chefs d'entreprise, Elisabeth Ducoté, Anne Murgier et Jean-Louis Chaussade. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à tous les entrepreneurs et toutes les personnalités politiques d'avoir joué le jeu de ce format original et innovant que vous a proposé le MEDEF à l'occasion de cette dernière université d'été avant les échéances de 2017. Vous restez avec nous sous cette tente plénière, le grand débat BFM Business animé par Edwige Chevrillon. Je vous dis à tout à l'heure.